Bismillahirrahmanirrahim, hello again and again, hello les phanophiles. Donc on va parler aujourd'hui de pharmacologie. On va parler, comme l'habitude, on commence par un proverbe qui dit Fighting for your dream. Donc pharmacologie, on va parler aujourd'hui des médicaments qui sont utilisés, qui sont en hématologie dans les troubles de l'hémostase, soit dans les troubles de la coagulation, ou bien donc pour prévenir donc les problèmes thrombotiques. Donc ce sont les anticoagulants et les anti-agrégants plaquettaires. Donc on va commencer par les anti-agrégants plaquettaires. Donc on va commencer par les anti-agrégants plaquettaires. Donc majoritairement on utilise l'aspirine. Donc l'aspirine c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien et c'est aussi un anti-agrégant plaquettaire utilisé donc en prévention de risque. Donc il inhibe irréversiblement, donc il va faire une inhibition irréversible donc de rédaction jusqu'à 10 jours. Donc 10 jours donc qui va c'est un anti-plaquettaire donc de première intention. Donc on a aussi d'autres anti-agrégants plaquettaires tels que la clopidogrel, appelé commercialisé sous le nom de Plavix. Donc ce clopidogrel, elle inhibe la fixation de l'ADP. Donc c'est un inhibiteur de la fixation de l'ADP sur son récepteur plaquettaire. Donc lorsqu'on inhibe la voie d'ADP, donc on va inhiber l'agrégation plaquettaire. Donc le clopidogrel, donc il est encore utilisé, mais d'autres comme le ticlobidine, elle est plus utilisée par le risque de la granulocytose. Donc on a d'autres tels que l'inhibiteur de la phosphodésestérase qui va augmenter l'AMP cyclique. Lorsqu'on augmente l'AMP cyclique, on va dilater les vaisseaux et on va réagir à une action anti-agrégant. Donc aussi les inhibiteurs de récepteurs GP2, glycoprotéine 2B3A, tels que l'apiximab, c'est un anticorps monoclonal qui inhibe la fixation de la fibrinogène sur la plaquette. Un petit rappel, donc l'agrégation plaquettaire, plaquette ici et une autre plaquette ici, on a un récepteur GP2B3A qui va relier entre les deux plaquettes par la fibrinogène ici. Donc plaquette et le deux récepteurs GP3A, donc on va inhiber par un anticorps monoclonal. Donc on est arrivé au bout du sujet, au vif du sujet, c'est l'héparine. Donc ce sont les anticoagulants. Petit rappel, la coagulation, on a deux voies, la voie de facteur tissulaire. Donc facteur tissulaire, c'est la voie donc extrinsèque avec le facteur 7, donc le 7 qui va activer ici le 10, donc le 10. Ici on a la voie donc intrinsèque, c'est le 12 qui va activer le 11, qui va activer le 9, qui va activer avec leur cofacteur 8 qui vont activer le 10 ici. Donc le 10 va activer le 5 et le 5 avec le 2 pour activer le 1. Le 1 c'est le fibrinogène qui va donner le fibrine. Donc le 2 c'est la prothrombine qui va donner le thrombine activé. Donc c'est ça la coagulation de voies intrinsèques extrinsèques. Donc, c'est un petit rappel. Donc, l'héparine standard à haut poids moléculaire appelé HNF. Donc, c'est un mucopolysaccharide anionique, anionique, c'est-à-dire chargé négativement. C'est très important, chargé négativement. On va parler pourquoi. Donc, de gros poids moléculaire à peu près 30 kg Dalton. Donc, l'activité biologique, elle potentialise l'action de l'antithrombine. À peu près, elle va multiplier fois 300, donc à peu près, donc va multiplier l'action antithrombine, c'est-à-dire anti-2. Donc anti-2, c'est un anti-2. Donc antithrombine. L'héparine de poids, bas poids moléculaire HBBM, c'est tel que l'énoxaparine, donc exerce une activité anti-facteur 10 aussi. Donc facteur anti-10 activé, donc anti-10 activé plus important que sur le anti-2. Donc, elles sont utilisées dans les traitements d'urgence de thrombose parce que ce sont des actions rapides, rapidité d'action, parce qu'ils inhibent directement ces facteurs qui sont déjà présents dans le lieu
la lieu de la coagulation. Donc, les effets indésirables, donc on a plusieurs, tels que l'hémorragie. Donc, en cas d'hémorragie, on va utiliser la sulfate de protamine qui est chargée positivement et qui va lier à l'héparine qui est chargée négativement. Autre effet indésirable, c'est la thrombopénie induite par l'héparine. Donc, thrombopénie induite par l'héparine, c'est la formation des anticorps de type IgG qui vont lier à les plaquettes par un récepteur au niveau de plaquettes et va activer cette plaquette. Lorsque le plaquette va activer, va lier à autre plaquette, les plaquettes qui sont liées les unes sur les autres et qui vont diminuer donc parce qu'ils ont agrégé. Donc, on va résulter une thrombopénie par l'utilisation de ces plaquettes. Les TIH sont imprévisibles. On a deux types, mais le type 2 c'est rare et grave d'origine auto-immune comme j'ai dit. Il faut arrêter l'utilisation de l'héparine. Donc, vient après 5-20 jours. Donc, dans les bilans, on va utiliser l'héparine pendant, initialement parce qu'il est rapide et action bref. On passe directement, on va faire un relais avec les antivitamines K. Les antivitamines K, la warfarine, la coumarine, donc on a plusieurs, il va inhiber les facteurs K dépendants, c'est le 10, le 9, le 7, c'est 1972. Donc, les vitamines K cofacteurs de la réaction de carboxylation, donc 1972. Donc, sont des tératogènes. Par contre, l'héparine, on peut utiliser chez la femme, chez la femme enceinte. Donc, on peut utiliser l'héparine chez la femme enceinte, mais les antivitamines K sont tératogènes, donc on ne peut pas utiliser malheureusement parce qu'ils vont causer des hémorragies intrinsèques intracrâniennes chez le bébé. Il existe un passage dans le lit maternel. Donc, il peut aussi des effets indésirables de l'antivitamine K, c'est la nécrose. Donc, une nécrose parce que elle va inhiber ces facteurs, bien sûr. Il va aussi inhiber la protéine CS et les protéines C. Protéine S et protéine S et protéine C sont des anticoagulants naturels. Lorsqu'on va inhiber la protéine C et la protéine S, on va rejeter une petite nécrose. Donc, de l'idée de commencer par l'héparine pour échapper cette inhibition des anticoagulants naturels. Donc, la durée d'action des antivitamines K il est longue. Le premier qui va précipiter sur le facteur 7 parce que la durée de vie de facteur 7 est moindre parmi ces protéines-là. Donc, il y a des interactions médicamenteuses, surtout avec les inhibiteurs de P450. Lorsqu'on inhibe le métabolisme va augmenter l'effet. Donc, va augmenter l'effet lorsqu'on inhibe le P450. On va diminuer l'effet lorsqu'on va associer avec des indicateurs de P450 ou bien vitamine K, ou l'œstrogène et l'enzyme antiacide aussi. Donc, c'est ça le plus important. On va parler donc des anticoagulants autres. Donc, on a l'irodine qui va inhiber directement le 2, la dabigatran, la vérixaban, apixaban sont les inhibiteurs de 10 activés. Donc, 10 activés. Donc, ravixaban ici, xaban sont les inhibiteurs de 10 activés. Les fibrinolytiques, donc lorsqu'on a une caillou qui va former, donc en cas d'AVC, en cas d'IDM, en cas d'embolie pulmonaire, on a déjà un thrombus, donc on va utiliser ces fibrinolytiques, va activer la plasminogène. Donc on active la plasminogène telle que streptokinase par leur manifestation allergique les moins utilisées. Donc on a l'eurokinase, la téléptase actylise, tinuctioblase métallise sont utilisés aussi. Donc on va dégrader ce caillou, mais attention, il faut somifier parce qu'ils ont un effet de hémorragie très important. Donc sont des médicaments à haut risque hémorragique et lorsque vous traitez l'une, vous tombez dans l'autre facilement. Donc on est arrivé au bout de ce sujet. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager, et à la prochaine, Inch'Allah.